Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors nous sommes mercredi et on reprend après les fêtes de Pessah et bien entendu cette situation tout à fait inédite de la crise du coronavirus, nos chroniques du mercredi, donc cette chronique économique que nous, comme nous le faisions ces dernières semaines, jusqu'à ces dernières semaines, avec vous bien entendu, nous allons essayer de parler de plusieurs sujets d'actualité liés à l'économie. Quel est Daniel, selon vous, le sujet qui vous préoccupe le plus dans tous les dossiers d'économie, parce qu'il y en a beaucoup effectivement face à la crise du coronavirus. On entend parler de nombreux sujets. Alors d'abord, on va peut-être parler tout simplement de cet accord de coalition gouvernementale et comment cet accord va permettre de mieux gérer peut-être la crise économique et sociale à laquelle on assiste. Oui, d'abord, je suis content de retrouver les auditeurs le mercredi pour la chronique, mais déçu de ne pas pouvoir être à côté de vous au studio. Ça reviendra bientôt, on l'espère. Ce qui veut dire que le déconfinement n'est pas terminé, qu'on est en cours de la crise. Concernant l'accord gouvernemental, et j'ai entendu aussi votre revue de presse que vous avez faite, je vais vous dire ce que la presse financière dit prudemment de ce que l'accord dont vous venez de parler. Vraiment la chose suivante. Netanyahou sera le véritable chef des finances. Dans l'accord de coalition qu'il y a eu, qu'ils ont signé avec Gantz, il est marqué qu'il est le chef de ce qu'on appelle le cabinet économique. Mmh. Vous savez que, bien tous les auditeurs savent que jusqu'à maintenant, le ministère des Finances était Kahlon. Mmh. Et Kahlon n'était pas du Likoud, et il avait pu jouir aussi d'une certaine indépendance, puisqu'il n'était pas du parti de Netanyahou. Mais maintenant, la première chose qu'il faut noter, bien qu'on parle de Israël Katz, oui, comme ministre des Finances, qui est quelqu'un aussi qui a son caractère, mais ce que les amis financiers disent, c'est que, sans doute, Netanyahou va beaucoup plus s'impliquer dans l'économie et les finances de ce qu'il a fait pendant ces dernières années. Alors je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle, parce que Netanyahou, il a déjà été ministre des Finances, on s'en souvient, aux alentours dans les années 2003-2004, et à cette époque, pour juguler une crise économique extrêmement sérieuse déjà à l'époque qui frappait l'État d'Israël, eh bien il avait, on va dire, coupé de manière drastique et très douloureuse dans les allocations familiales pour les familles les plus nécessiteuses. C'était elles qui avaient, on va dire, porter le plus lourd fardeau de cette crise économique pour sortir l'État d'Israël. Et effectivement, c'est vrai qu'au bout du compte, l'État d'Israël était sorti de cette crise, il s'était considérablement renforcé, mais est-ce que c'est ce qui nous attend également, à votre avis, dans la conjoncture actuelle, c'est-à-dire que, on va dire, une sorte de manque de compassion de la part des autorités israéliennes face aux couches sociales les plus défavorisées ? Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que vous venez de dire. Et je voudrais ajouter à ça que là, on parle maintenant surtout que ce qu'on appelle le mankal du Sar Haotzar, c'est-à-dire le chef du, il y a le ministre des Finances, et il y a son son chef de cabinet, ça sera sans doute Bar Siman Tov, comme ça on parle de lui, qui était très proche de Netanyahou. Maintenant, vous avez vu pour toutes les trucs de sécurité. C'est un économiste à l'origine. Bien sûr. Netanyahou a grandi très bonne chimique, et je ne sais pas si vous avez vu, c'est quelqu'un qui a une politique radicale. Il a, même dans le ministère de la Santé, vous avez peut-être fait écho dans votre chronique, que sa position était discutée. Et donc, j'ai peur qu'effectivement, il y ait une politique serrée. Maintenant, il y a une dernière chose que je voudrais mettre pour les auditeurs, de tirer leur attention. Une des choses dans l'accord de coalition, il y a marqué qu'il y aura un budget de 2 ans. C'est-à-dire que le budget qui serait voté en l'automne prochain serait pour l'année 2020 et 2021. Oui. Seulement, le problème, c'est un problème aussi juridique, parce que la Cour suprême, le Bagatz en hébreu, a interdit qu'il y ait maintenant des budgets de 2 ans. C'est fait en général pour permettre la stabilité du gouvernement, ce qui était d'ailleurs
ce qui aurait dû être... C'était une bonne idée, non, aussi, ça Le problème, c'est que quand on fait pour 2 ans, on est sans arrêt obligé de réactiver le budget parce qu'il y a des crises comme le corona, il y a d'autres choses qui arrivent. Et donc, c'est quelque chose aussi qui enlève la possibilité aux députés de bien voir chaque fois ce qui se passe. Parce que lorsqu'on fait des budgets rectificatifs, il y a moins de chances pour les députés, moins de possibilités de discuter ou d'arranger les choses. Et je ne sais pas, et la présidentielle le dit, il est possible que ça fait partie de l'accord, comme d'autres d'ailleurs, feront en sorte que Netanyahou ne pourra pas faire ce qu'il aura prévu dans l'accord qu'il a fait avec maintenant Benny Gantz. Alors, autre répercussion, on peut s'attendre vers où on va, parce que il va y avoir un cabinet de crise de Corona, un cabinet spécial pour l'économie et la crise économique. À votre avis, vers où on va? Qu'est-ce que le gouvernement va faire dans les prochaines semaines? Ce nouveau gouvernement va-t-il faire pour essayer justement de sortir, on va dire, le pays du marasme économique actuel et pour essayer peut-être de donner un espoir à plus d'1,1 million chômeurs? Oui, je comprends votre question. Le problème est le suivant, c'est que il faut être très prudent. Pour les raisons juridiques que je vous ai parlé et d'autres que vous avez peut-être abordées, il n'est pas sûr qu'on aura un gouvernement en début mai. Car pour plusieurs raisons aussi économiques, comme on vient de parler, la Cour suprême risque d'empêcher une grande partie de cet accord et peut-être donc qu'il n'y aurait pas de gouvernement à cause de ça. Mm-hmm. Et donc, c'est très difficile à dire. Ce que je voudrais dire, par exemple, ce qui m'inquiète moi aussi, c'est que c'est donner de cette façon-là plus de force à ce qu'on appelle l'aptidou, c'est-à-dire le grand les hauts fonctionnaires, oui. Les hauts fonctionnaires. Je vous donne un exemple. On en avait parlé, ils sont allés en Amérique pour récolter des fonds, c'est-à-dire émettre des obligations en dollars. Oui. Ils ont eu, pour 100 ans, on en avait parlé, pour 5% d'intérêt. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui avaient acheté ces obligations, les investisseurs, ont pu les vendre avec un profit en quelques jours, avec un profit de 10 à 15%. C'est-à-dire que les fonctionnaires du Trésor n'ont pas bien fait leur devoir. Ils auraient pu, pendant toute cette période de 100 ans, avoir un intérêt de 10 ou 15% moins important que ce qu'ils ont fait, que ce qu'ils vont donner aux investisseurs. Donc c'est un problème que des fois aussi le fonctionnariat se trompe et ça peut faire des problèmes économiques très importants dont j'espère qu'on pourra encore parler dans quelques minutes qui vont venir. Alors justement, on va parler d'un des aspects de cette crise économique, c'est la crise dans le secteur immobilier. Alors on a vu pendant ce mois et demi de confinement que sur les chantiers, on continuait à travailler, même si ça s'est réduit pendant la fête de Pessah. Comment évaluer la crise dans l'immobilier aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer une reprise rapide au niveau de l'immobilier? Alors, ça, je peux parler maintenant des conséquences immédiates pour l'instant. Mm-hmm. Vous savez qu'il y a des gens qui traitent par exemple, ce qu'on appelle les mashkatas, c'est-à-dire les prêts hypothécaires. Pour ça, les banques ont besoin des avis des experts en immobilier pour dire combien, dans votre avis, cet appartement qui maintenant va être acheté vaut. Et ils ont dû maintenant se poser ces questions de point de vue professionnel. Et il y a des méthodes pour faire justement ces évaluations-là. Maintenant, une des choses, c'est se baser sur les ventes ou les achats ou les ventes qui ont été faites, des transactions immobilières qui ont été faites ces derniers jours dans ces mêmes endroits pour savoir si vraiment cette maison vaut ça. Or, il y a très, très, très peu de transactions depuis le début du confinement et c'est normal, pratiquement tout est arrêté. Et donc, c'est un problème. Ça, c'est une première chose. Pour l'instant, c'est pratiquement transaction nulle. Deuxièmement, à Tel Aviv, vous savez, c'est un endroit où les locations sont les plus chères, oui. Notamment parce qu'il y avait du tourisme de l'étranger. Et il y avait ce qu'on appelle le Airbnb là-bas qui venait et les gens pouvaient louer des appartements pour 800 shekels la journée. Maintenant, les loueurs sont obligés de louer jusqu'à 100 shekels la journée. Vous voyez comment ça a diminué de 800 à 100 shekels. Et ils disent même aux locataires, vous pouvez le faire à long terme parce qu'ils pensent que le tourisme ne va pas revenir bientôt. Et deuxièmement, à Tel Aviv en particulier, les jeunes, parce que maintenant beaucoup sont des problèmes financiers et qu'il n'y a plus de vie à Tel Aviv, de vie de loisirs, des choses comme ça, quittent Tel Aviv, vont dans les périphéries de Tel Aviv et ça encore plus sur le marché de Tel Aviv de location est un très très grand coût qui fait baisser énormément les prix. Donc, pour un très très court terme, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu presque arrêt
des transactions et point de vue de location, baisse massive des prix. Maintenant, est-ce que à long terme et à moyen terme, qu'est-ce qu'on peut dire? Une chose qui arrive aussi, c'est celle qui est chargée des plans de l'habitation au ministère de l'Habitation. À cause du confinement, beaucoup de projets à long terme, donc pour l'instant n'ont pas été permis parce que les gens ne peuvent pas travailler de façon normale. Et elle dit que ce fait maintenant, si ça continue, c'est des choses, vous savez, pour programmer des terrains et des ventes, des constructions, il faut des années. Et elle a peur que pour plus tard, ça va faire encore de nouveau après réaugmenter les prix. Donc, pour l'instant, le très court terme, c'est baisse massive des prix ou pas de transactions. Et à moyen terme et long terme, il y aura peut-être une augmentation des prix plus tard. Alors, on va sortir du cadre israélien, on va dire, de la crise du coronavirus pour essayer de comprendre un phénomène qui est tout à fait stupéfiant, il faut bien l'avouer. C'est la baisse drastique des prix du pétrole à travers le monde, à tel point que si je ne m'abuse, et vous allez nous expliquer un peu comment on comprend cela, le prix du pétrole est passé en dessous de la barre des zéros, c'est-à-dire un baril de pétrole vaut $0 aujourd'hui, même moins? Oui. Pas seulement zéro, comme vous avez dit, il a valu il y a 2 jours moins $38 le baril. Alors expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, souvent les gens, il y a de la spéculation sur les prix du pétrole, c'est-à-dire il y a des exportateurs de pétrole et il y a des gens qui achètent et qui vendent des contrats à terme. C'est compliqué pour nos auditeurs d'expliquer et c'est là-dessus que les prix sont fixés au jour même, à plus long terme, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant il y a tellement, dans le monde entier, tellement peu de consommation de pétrole qu'on ne savait pas où les mettre. Et alors quelqu'un, il y a 2 jours de ça, qui voulait acheter du pétrole, les exportateurs lui disaient, si tu acceptes de me les prendre, je te paye même $38 parce que j'ai pas d'endroit où les mettre. D'ailleurs, surtout pour le pétrole américain, le pétrole anglais a moins baissé parce qu'il est dans la mer et ils peuvent le laisser là-bas. Mais le pétrole américain a baissé à moins $38. Mais les gens ne pouvaient, vous me dire, c'est une occasion, les investisseurs devraient... Oui. Non, ça c'est pas comme ça parce qu'ils n'avaient pas d'endroit pour les mettre et après, ça avait changé, ça avait remonté. Maintenant, même ce qui a été stupéfiant hier et qui a fait bercer toutes les bourses de nouveau, c'est que même à 1 mois, donc pas seulement pour un jour, mais même des contrats de 1 mois, le dollar est baissé et même de pétrole, même le pétrole de bonne qualité, enfin le pétrole de la mer, pas seulement de l'Amérique, est passé autour de $10. Et c'est également un taux historique extrêmement faible. Oui, mais, alors je comprends. Mais d'abord, je veux essayer de comprendre. Est-ce que c'est directement lié à la crise du coronavirus à travers le monde? Oui, plus en plus, il y avait vous avez sûrement suivi, il y avait dans l'exploitation de pétrole, il y avait des discussions entre l'Arabie Saoudite et la Russie pour savoir s'ils sont d'accord d'en produire moins. Les Américains se sont mêlés. Et en plus, après, il y a eu encore le fait d'une baisse extrêmement importante de la demande. C'est comme ça, c'est mathématique. Vous savez, en économie, on ne peut pas tellement jouer. Et donc, les 2 choses en même temps. Et c'est une situation qui est inédite. Maintenant, je voudrais dire, par rapport à Israël, à nous, quand vous avez parlé aussi de politique serrée, il y a une possibilité. Vous savez, quand le gouvernement va dans la chambre, il fait du prix des impôts sur le pétrole, sur l'essence. Oui. Et il y en a déjà 78% sur l'essence quand vous payez de l'essence en Israël, parce qu'ils disent en plus c'est polluant, il vaut mieux faire le transport public, ce qui est bien. Et donc c'est très possible que ça permette à Israël, au gouvernement, à ministère des Finances, de faire une petite cagnotte, c'est-à-dire le prix du pétrole, le prix de l'essence avait baissé beaucoup le mois dernier d'ailleurs. Si je vais baisser comme il baisse... Oui, mais il a pas baissé de la même manière qu'il a baissé sur les marchés internationaux. C'est-à-dire, c'est vrai, il a baissé de 25% le mois dernier, il a baissé de 1 shekel. Il a perdu d'1 shekel, oui. Et maintenant, à la fin du mois, normalement, il devrait aussi baisser beaucoup. Maintenant, est-ce que je pense que c'est très possible que le gouvernement trouve là un moyen de financer beaucoup de choses et d'augmenter la partie des impôts sur l'essence, parce que de toute façon, vu que le pétrole risque d'être très très bon marché ces prochains temps. Alors, vous vouliez qu'on parle aussi des aides gouvernementales de la Banque d'Israël, mais on n'a vraiment pas trop le temps, à moins que vous pouviez le faire en 1 minute, si c'est possible. Je voudrais vous dire quelque chose de très important. Premièrement, vous savez, on a parlé beaucoup de l'Arnona, c'est-à-dire l'impôt que doivent payer surtout les indépendants et qui coûte très cher. On avait parlé de 3 mois de non-paiement. Et là, on revient dans la crise du corona, effectivement. Ah oui.
bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hier, finalement, ça a été signé par le ministère de l'Intérieur, mais il faut savoir d'abord que finalement, ça ne concerne beaucoup de secteurs de l'économie ne seront pas concernés par cette mesure, même des secteurs comme par exemple vendre des téléphones ou des choses comme ça, bien sûr, ce qui est manger et tout ça, tout ce qui a un peu fonctionné pendant cette période, et ce qui a commencé à fonctionner, n'aura pas le droit à ces 3 mois. Donc, vérifiez bien indépendant. Très important de vous dire, les gens qui étaient on avait parlé de ça, qui ont été enlevés de leur travail, ça s'appelle Khelat. Ils ont eu des allègements, on en a parlé. Par exemple, pas besoin d'avoir à travailler 1 an et des choses comme ça. Depuis hier, c'est fini. Ils n'ont plus d'allègement et ça revient à la situation en paix pour avoir le chômage sous les critères avant. Donc, ça, c'était important de noter. Une dernière chose qui est importante de noter, dont on a parlé à la Knesset, d'abord, une dernière chose, tout ce qui est famille, vieux et handicapés ont reçu les 500 shekels. Si quelqu'un n'en a pas reçu, il doit vérifier pourquoi. Une dernière chose dont on a beaucoup parlé à la Knesset, vous savez, les médecins et les infirmiers sont dans les premiers dans la lutte contre le coronavirus. Et le ministère des Finances avait promis aux députés... On doit vous laisser, Daniel. Oui. Je crois qu'on en parlera peut-être mieux plus tranquillement la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir informés sur ces derniers développements économiques de la crise du coronavirus et même à l'extérieur, puisqu'on a parlé du pétrole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.